Bonjour, alors nous allons essayer d'être à l'heure. C'est un domaine qui est d'avenir, qui vient d'arriver au Maroc, qui est aussi très très récent dans plein de pays, qui suscite des passions et des polémiques. Et donc on va parler de la télémédecine, luxe ou nécessité, par le professeur Tariq Skli Husseini, donc qui est doyen de la fac. Voilà, de Fès, et nous sommes très honorés d'être là avec vous et de vous passer la parole immédiatement. Nous discuterons tout à l'heure, donc 20 minutes pour permettre 10 minutes de discussion, en sachant que notre ami, le président de la société, en fait, de l'association de Fès, est très vigilant sur le temps. Merci, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur les Présidents, merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler de télémédecine, luxe ou nécessité, et de l'avoir programmé juste après Fatem Zahra, c'est la première fois que ça nous arrive. Et donc, la télémédecine, luxe ou nécessité. Et pour commencer, donc, je vais parler de télémédecine. Une pratique médicale à distance, c'est comme cela que ça a été défini, déjà en 1920, où le terme est apparu pour la première fois dans un document officiel à l'occasion d'une licence accordée par les autorités américaines à une radio new-yorkaise qui offrait un service médical à distance dans les navires transatlantiques. Et pendant tout un siècle, c'est resté anecdotique. C'est resté, avec les limites de la technologie, limité à des situations particulières. Vous voyez des photos de plateformes pétrolières, de cosmonautes de la NASA, etc. Et donc, c'était très limité jusqu'à ce qu'on arrive aux années 1990, et avec l'apparition de l'Internet, des smartphones, et on a commencé à parler de santé connectée ou e-santé d'abord avec Internet, puis de santé mobile ou mobile health dès 2007 avec les smartphones. Vous voyez ici une capture d'écran sur PubMed en mettant comme mot-clé télémédecine ou télésanté. Et vous voyez que ça a augmenté progressivement. Et on voit un pic en 2020 avec la Covid qui a boosté la télémédecine à travers le monde. Et bien sûr, les publications scientifiques ont suivi. Si on ajoute un deuxième mot-clé au premier qui est télémédecine, en ajoutant pédiatrie, vous voyez que la courbe ou le diagramme, l'histogramme, a exactement la même allure avec à peu près 8% des publications internationales en télémédecine qui concernent le volet pédiatrique sur tous ces aspects. Au Maroc, je vais m'intéresser particulièrement à la période 2018-2021 puisque tout ce qui a précédé était anecdotique. Et avec 2018, il y a eu tout un processus d'installation de la télémédecine, en tout cas d'officialisation des initiatives qui ont été menées jusque-là. Et j'ai choisi délibérément, janvier 2018, une photo de Marrakech avec le programme de partenariat télémédecine entre l'Inde et le Maroc. Quelques mois plus tard, le 25 mai, on nous annonçait que le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret sur la télémédecine. Ça s'accélère. Quelques jours après, la société de télémédecine, marocaine de télémédecine, voit le jour. Il y avait une société marocaine de télémédecine qui existait auparavant, qui a disparu subitement pour être remplacée par celle-là. Et vous voyez sa composition où il n'y a pas de médecin, il y a des institutions et c'est présidé par un ancien président de l'ANRT. Dans le conseil d'administration, il y a des banques, il y a toute une société qui a été créée, mais ça donne déjà une idée sur ce qui nous attend en termes de télémédecine. J'annonce la couleur. Il y a un texte de loi qui vient juste, qui a été annoncé, mais là, il est promulgué très rapidement. Ça sort dans le bulletin officiel le 25 juillet 2018. Et quand on regarde le bulletin officiel, on voit que la télémédecine concerne 5 aspects. Téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale, téléassistance médicale et réponse médicale. C'est vraiment limité à ces aspects-là. Et on voit aussi que les médecins sont autorisés à pratiquer la télémédecine en respectant des conditions bien définies. Et dans ces conditions,
j'ai choisi de faire un copier-coller à partir du texte pour dire que seuls les centres médicaux universitaires, les établissements de santé à but non lucratif, les établissements de soins privés et les médecins exerçant dans le secteur privé peuvent, au sens du décret, exercer la télémédecine. Si ça a été écrit, c'est que ça respecte une certaine logique, ça suit ce qui existe dans les textes ailleurs, mais quand on voit la pratique de la télémédecine actuelle au Maroc, on ne voit pas ces intervenants-là dans la télémédecine, on voit plutôt des sociétés privées qui sont en train de s'installer, contrairement à l'esprit de cette loi, qui, on va le voir tout de suite après, a été amendée très rapidement pour s'adapter au contexte actuel. Et pour pratiquer la télémédecine, il faut préalablement obtenir une autorisation du ministère de la Santé. Cette autorisation préalable existe clairement dans le texte et on y reviendra. Toujours 2018, vous voyez que la télémédecine est annoncée en grande pompe à la télévision comme expérimentée en zone rurale, comme si c'était la première fois. Et par la suite, on organise en décembre 2018 Africa Digital Medical Hub, donc pour la dimension africaine et le positionnement du Maroc dans ce cadre de la télémédecine. À partir des diapositives suivantes, je citerai quelques expériences locales pour dire que on n'a pas attendu 2018 pour commencer. Et en 2018, justement, il y avait cette soutenance de thèse. Je savais que le professeur Bouskraoui allait présider aussi cette séance, donc j'ai choisi son exemple. Et donc cette thèse qu'il a présidée à Marrakech, donc concernant l'utilisation de la télémédecine par les équipes de chirurgie cardiovasculaire avec des résultats prometteurs. Ça a été présenté en 2018, mais ce travail a été fait avant. Et donc la télémédecine aussi en néphrologie, je suis néphrologue, donc je vais vous en parler aussi. Et donc là, c'était une thèse soutenue à la faculté de médecine pharmacie de Fès en 2011 pour parler des différents aspects de la télémédecine au Maroc. Et la synthèse de tout ce qui a été réalisé par les équipes néphrologiques a été présentée dans ce congrès à Tanger en 2019. Et donc, parmi les éléments réalisés, des réalisations concrètes, je peux citer par exemple l'interconnexion des centres d'hémodialyse de la région Fès-Meknès grâce à l'utilisation des moyens techniques du CHU Hassan II de Fès avec, vous voyez ici, des liaisons réseau WiMAX entre les différents établissements et donc les centres de dialyse de Missour, de Tsaounet, de l'Hajib, de Tsaza, etc. sont connectés avec le même dossier médical informatisé, avec la demande de bilan biologique à distance, avec le transfert de patients. Tout cela est concret. Actuellement, ils sont connectés avec le CHU Hassan II de Fès et il y a de la télémédecine, je dirais, régionale, puisque la télémédecine n'est pas forcément située à des milliers de kilomètres, on peut la pratiquer à proximité. Ici, un autre exemple de dialyse péritonéale cette fois-ci, dialyse péritonéale à distance, avec l'utilisation des nouvelles technologies pour donner cet appareil, un cycleur, aux patients chez eux, on en a une cinquantaine maintenant, qui ont ces appareils chez eux, qui font de la dialyse péritonéale à domicile, avec un suivi à distance, avec des paramètres que vous voyez ici, une capture d'écran au vert, mais ce n'est pas toujours vert partout, et avec possibilité d'adaptation de la prescription à distance. Et la photo montre un patient en train de cliquer sur le bouton vert parce qu'il doit donner son consentement et dire qu'il est avisé du changement pratiqué par le médecin. En appuyant sur le bouton vert, il l'affirme et on peut continuer ainsi à faire du suivi de la dialyse à distance. Ça, c'est pour des adultes, mais aussi pour des enfants, puisqu'on est entre communautés pédiatriques. Et en communauté pédiatrique, j'ai choisi deux exemples. Celui de la dialyse péritonéale chronique à distance, encore une fois, comme pour l'adulte, mais l'innovation faite par l'équipe pédiatrique ici à Fès, c'est la dialyse péritonéale aiguë où c'est le néphropédiatre qui est à distance, puisque ce sont des maladies qui sont rares et l'expertise est difficile à développer et on ne peut pas être présent tout le temps auprès de patients qui présentent une insuffisance rénale aiguë. Là, on utilise le même appareil, mais cette fois-ci,
la néphropédiatre peut modifier à distance pour le patient qui est hospitalisé et le suivre surtout tout au long de sa dialyse péritonéale au cours des quelques jours durant lesquels il va recevoir cette technique. Autre possibilité, celle-là, elle est dans les perspectives, elle n'est pas encore développée, c'est le laboratoire virtuel et l'anatomopathologie rénale à distance, puisque au Maroc, il y a 3 ou 4 anatomopathologistes qui lisent la biopsie rénale. Et en Afrique, il y a seulement 4 pays où la biopsie rénale est lue par les anatomopathologistes. Et donc, il y a un vrai programme de la Société africaine de néphrologie pour développer la lecture à distance des lames d'anatomopathologie grâce à des lecteurs de lames. Et c'est de la vraie télémédecine appliquée. J'ai choisi ce schéma qui récapitule toutes les possibilités autour de la e-néphrologie et de la télémédecine. Et au sein de l'équipe, on est en train d'essayer d'aborder un à un ces différents aspects. Et parmi les aspects absolument à développer, c'est développer la surveillance personnalisée de ces patients à distance. Et là, je remercie l'ingénieur qui travaille avec nous, Besma Bennis, qui a élaboré le logiciel e-Kili, comme IRIN, et qui est en phase de test et qui permet déjà de suivre des patients donc dans les différents centres de la région. Les expériences sont nombreuses. Dans les expériences locales, j'ai choisi 3 autres spécialités du CHU Hassan II de Fès. L'accident vasculaire cérébral avec l'expérience de l'équipe de neurologie. Le programme s'appelle Télévasc et le slogan c'est pour agir très rapidement, il faut disposer de moyens d'identification de l'accident vasculaire cérébral à distance et de lecture de scanner à distance. Il y a l'e-ophtalmologie avec le suivi des patients diabétiques à travers la réalisation de fonds d'œil et leur lecture à distance. Et il y a ce travail national auquel ont participé les équipes de Fès, c'est le Mobile Ultrasound Patrol, où des femmes enceintes sont suivies à distance ici, dans plusieurs villages. Je vois Ribat El Khair, je vois Wilmes, etc. Et donc là, on identifie les grossesses à risque et celles qui poseraient éventuellement risqueraient de poser des problèmes sont orientées 15 jours avant la date présumée de l'accouchement vers des centres où elles pourront accoucher sous surveillance, alors que les autres pourront continuer à être surveillées à distance. Dans les expériences locales, les jeunes sont à l'honneur. Ici, c'est Mohamed Qassemi et Dia Khadri, 2 excellents étudiants de la faculté qui ont lancé une start-up appelée Shifa, qui commercialise leur application Shifa App. Et c'est une solution de télémédecine qui est appuyée par l'université et qui vient de bénéficier, il y a 2 semaines, de l'appui de l'Union européenne comme entreprise innovante et qui font de très beau travail avec une vraie solution de télémédecine. D'autres étudiants écrivent sur la télémédecine dans des revues scientifiques. Et donc, nos étudiants sont demandeurs parce que c'est la médecine de demain et c'est justement l'occasion de parler de télémédecine éducative. Télémédecine éducative, c'est un aspect de la e-santé qui peut être abordé dans un cadre global avec l'e-learning, avec l'enseignement par simulation. On peut ajouter la télémédecine éducative, bien qu'elle n'existe pas encore dans les textes de loi marocains. Elle a été omise. Et donc, il faut se positionner pour essayer de l'imposer. Et donc, le centre qui est en train d'être construit à la faculté de médecine de Fès s'appelle Céleste et regroupe ces 3 aspects-là. Donc, des aspects de vidéotransmission classique entre facultés et CHU, etc., donc avec de la fibre optique, bien sûr. Ici, une petite expérience qui commence avec, au centre de diagnostic du CHU, une salle qui a été équipée avec les caméras, etc., et la salle mitoyenne qui a été équipée comme une salle de cours pour le débriefing. Et au lieu d'avoir plusieurs étudiants à côté du médecin, on peut faire décemment une consultation correcte, mais avec le débriefing juste à côté, et donc pour en faire bénéficier un maximum d'étudiants. Je parlais du Céleste, ici c'est la maquette.
Et donc, ce Céleste-là va inclure toutes ces initiatives. Mais toujours en télémédecine éducative, il y a un autre aspect qui est en train d'être installé pour les étudiants de 7e année dans leur stage interné, particulièrement avec l'hôpital Ibn Beja à Teza, où des étudiants en 7e année seront impliqués dans ce processus de télémédecine pour être l'interlocuteur de l'autre côté. Ils sont à la fois facilitateurs du processus de télémédecine, mais ils apprennent en même temps, et donc c'est du gagnant-gagnant. La Covid est arrivée, et avec elle, beaucoup d'initiatives, et le ministère a notamment lancé l'interface de télémédecine gratuite, donc tabib24.com, et d'autres privés ont lancé ici. Marwan Hakam a lancé aviesmédical.ma. Il y a eu des psychiatres qui ont lancé la téléconsultation de psychologie. Mais tout cela n'est pas payant puisque ce n'est pas prévu par la loi que ce soit payant jusqu'à présent. Et c'est l'une des questions qu'on pourrait discuter puisque lancer tout un programme de télémédecine sans valoriser le praticien, ça consomme énormément de temps, c'est chronophage et c'est une vraie activité médicale. Il faut que ça suive par la suite. Toujours dans le contexte Covid, il y a des recommandations, bien sûr, devant des pédiatres, j'ai choisi des recommandations de pédiatrie, ici des recommandations américaines, pour dire qu'il faut encourager la télémédecine, mais pour dire aussi, et c'est ce que j'ai choisi, qu'il y a des enfants qu'il ne faut pas adresser en télémédecine, et au minimum, c'est la visite de néonatologie, donc quand l'examen physique est nécessaire, avec des tests de laboratoire ou cliniques, avec tout ce qui est dentaire et la vaccination qui ne doit pas être oubliée. Ce n'est pas parce qu'on fait de la télémédecine qu'on doit omettre de continuer correctement le planning vaccinal. Je sais que vous en avez parlé hier et j'ai choisi ici des captures d'écran du ministère de la Santé qui recommande la continuité de la vaccination des enfants pendant donc l'épidémie nationale, c'était en 2020, c'est la pandémie maintenant, et donc protégeant nos enfants, tous les pédiatres le disent. Il y a aussi des recommandations canadiennes. Les canadiennes, je les cite parce qu'elles citent plus les modalités pratiques de réalisation de la télémédecine. On sait que le Canada est un vaste pays et que la télémédecine y est assez développée par nécessité. Le CNOM dans tout ça, l'Ordre des médecins, il s'est timidement exprimé depuis quelques années, mais début 2021, il sort avec ce communiqué nous disant que grâce aux efforts de l'Ordre des médecins, il y a eu une modification du texte de loi qui est sorti en 2018, modifié, amendé en 2021, et donc nous avons ce nouveau décret modifiant et complétant le décret de 2018 qui est sorti en 2021 et qui va nous parler de l'obligation de fournir pour les demandeurs une copie de l'autorisation préalable de traitement des données à caractère personnel livrée par la CNDP, la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, donc un aspect bizarrement omis au cours du premier texte, et l'implication de l'Ordre des médecins pour la première fois en 2021 dans ce texte de loi, et ce n'est jamais trop tard pour bien faire. De grands chantiers de la médecine au Maroc sont nombreux. Et donc, il faudrait y voir une opportunité. Et je citerai par exemple la couverture médicale généralisée, le plan médical régional, les groupements de santé territoriaux qui s'installeront dès l'année prochaine, la tarification des actes qui est en train d'être revue et les projets ministériels pour la télémédecine qui ne sont pas officiels, mais il y a beaucoup de bureaux, il y a un grand bureau d'études étrangers, encore une fois, qui travaille sur cela avec le ministère de la Santé. Tout cela nous donne une idée sur le marché de la télémédecine, puisque c'est comme ça que c'est vu, avec, dans ce marché-là, l'Afrique et le Moyen-Orient regroupés qui représentent ceci. Et donc, on est en train de revivre le décalage, le gap technologique qui est en train d'être reproduit, et il ne faudrait surtout pas qu'on tombe dans ce piège. Je terminerai par dire que beaucoup d'intervenants parlent de télémédecine. Ici, un webinaire d'avant-hier que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt,
mais avec aussi beaucoup d'amertume, puisqu'on parle de télémédecine avec des intervenants étrangers, ce sont les Belges et les Luxembourgeois qui en parlent pour nous, et ce sont des intervenants du milieu industriel, du milieu des grands hôpitaux, des investisseurs, etc. Aucun médecin pour parler de la télémédecine au Maroc quand on veut prendre des décisions. Et on voit les sponsors en bas, de grands investisseurs qui vont s'installer au Maroc, en oubliant le grand oublié, when there is no doctor. C'est ça qui gêne le plus. La télémédecine, c'est incontournable, j'ai laissé ça à la fin. Pour des raisons de coût, ça coûte moins cher quand on voit à l'échelle d'un budget d'un pays. Pour des raisons de qualité, on sait qu'on doit aller vers une médecine 4P, 5P, 6P, il y a une escalade, mais c'est une médecine participative, personnalisée, prédictive, et je pourrais ajouter basée sur des preuves, avec un parcours de soins qui peut être établi en incluant la télémédecine. Et il y a une question de temps. Dans les maladies orphelines, il y a très souvent un retard de prise en charge. L'expérience luxembourgeoise a montré que pour poser le diagnostic d'une maladie orpheline, il fallait voir 7,1 médecins et passer 5,4 ans pour poser le diagnostic. En recourant à la télémédecine, en regroupant les compétences, on peut aller beaucoup plus vite grâce aux big data qui nous permettent de regrouper les données, de surmonter cette fracture numérique et en faisant attention aux aspects déontologiques, à la confidentialité, à la télémédecine à l'étranger, à l'équité. Je terminerai par ça. Télémédecine à l'étranger, rien n'empêche, devant les solutions qui se présentent actuellement, quelqu'un de consulter à l'étranger. Nos données sont à l'étranger, on ne peut pas regrouper nos propres données et on est en train de perdre cette possibilité d'avoir ces big data qui nous permettraient d'installer des algorithmes et de mieux traiter nos patients. Il y a aussi une question de souveraineté. La Covid a montré que c'est chacun pour soi quand il y a une crise et c'est une raison supplémentaire que notre télémédecine doit nous appartenir. Ici, vous voyez une étude de gastropédiatrie, pour faire un clin d'œil à professeur Hida, qui montre des disparités déjà qui s'installent aux États-Unis. Depuis l'installation de la télémédecine, on voit que les Afro-Américains, ceux qui n'ont pas d'assurance maladie aux États-Unis, sont ceux qui ont bénéficié le moins, alors qu'elle était censée réduire le fameux gap. Je termine donc définitivement par une conclusion, et j'ai choisi, pour être dans l'air du temps, une estampe numérique de Mystique, qui est une artiste actuelle, qui publie et qui parle aussi, qui est poète aussi en même temps que ces estampes numériques qu'elle diffuse partout. Et elle dit que la poésie est un luxe de première nécessité. C'est ma conclusion, la télémédecine est un luxe de première nécessité, pour la paraphraser. Merci. Merci beaucoup, c'est Tariq El-Husseini, c'était excellent. Vous avez briefé mes collègues pédiatres de ce concept. Beaucoup de gens parlent, ils peuvent même en discuter avec notre président. Les gens même font de la confusion entre télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, etc. Il faut dire qu'en t'écoutant, nous avons beaucoup d'idées en commun, d'accord ? Que ce soit pour la 7e année, que ce soit pour nos régions respectives. Vous savez que Marrakech, la région de Marrakech, il y a une grande biodiversité. À 40 km, il y a des zones enclavées, l'accessibilité est difficile. Et sur là, il y a tout un projet. C'est Oustad Kissani, si vous le connaissez, notre neurologue, qui s'occupe. On a un comité de télémédecine hospitalo-universitaire. On fait pas on s'arrache pas entre le CHU. On est complémentaires. Le CHU, toujours pour une faculté, c'est l'extension. D'accord ? Et donc, on est sur un projet avec la région administrative. C'est quoi que ces mois-là, d'accord ? Parce que les gens cherchent un petit peu à gagner des points avec ces projets qui sont très rentables pour la médecine de proximité, entre guillemets. D'accord ? Et puis, il y a la direction de la santé, il y a le CHU, donc il y a 4 partenaires.
Il y a un projet qui marche, c'est vrai qu'un peu plus neuro, plus SODA, mais ça rend d'énormes services. Et puis les étudiants de 7e année, parce qu'il y a tout un débat, comme vous savez maintenant, d'accord, pour revoir leur formation lorsqu'ils sont mis, d'accord, à la disposition du ministère de la Santé, ils sont un peu perdus durant toute l'année. Et je dirais, moi, tu as dit que, oui, il faut prendre une autorisation du ministère, mais en fait, tout médecin peut faire la télémédecine. Mais, voilà, avec beaucoup de réserve, parce que j'ai pris quelques notes, pour dire qu'il faut un cadre logique pour respecter un certain nombre de règles. Des points clés, volonté du patient, ça il faut qu'on parle, mais je sais que tu n'as pas le temps pour tout aborder. Tout à fait. Problème de confidentialité, qu'est-ce qu'on fait avec? Problème de traçabilité, qu'est-ce qu'on fait avec? Il n'est même pas hier, Hassan me disait qu'il y avait un patient, on a tous entendu parler, un médecin qui a été parce que pour un cas de télémédecine où il a oublié de demander un truc, d'accord, voilà, donc il y a ce problème d'intégration au parcours de soins, d'accord. Est-ce que luxe-réalité, j'ai beaucoup aimé le titre parce que finalement luxe-nécessité, d'accord, est-ce que vraiment on a besoin, on n'a pas besoin, parce que souvent on se projette sur la France parce qu'on est très connecté avec ce qui se fait en France. Et comme la France, il parle beaucoup de désert médical, il parle beaucoup de ce problème-là, il sait un peu faire beaucoup la promotion de la télémédecine. Il y a aussi la maîtrise d'un certain nombre d'aspects, je m'arrête là. Il y a le côté éthique, côté technique, et tu l'as bien dit, côté réglementation. Alors, chers amis, est-ce que vous avez des questions? Allez, c'est Khorasani. Merci beaucoup. Et à mon tour, je te remercie pour cette excellente présentation. Je crois qu'il était temps d'en parler, et je crois que c'était le moment aussi. En fait, tu as fait le tour, tu as le résumé, tu as fait passer tous les messages, c'est super. Je crois que la notion de télémédecine, ça s'impose, donc ça c'est clair. Donc, voilà, il s'impose. Le temps de point. Nous, en tant que professionnels, et comme tu l'as dit aussi en faisant je dirais des présidents de sociétés savantes, il faudra, entre guillemets, réglementer ça, le cadrer. Aujourd'hui, par exemple, nous, en hémato-onco, par rapport au Covid, si c'est quelque chose qui a bien fait les choses parce qu'il a accéléré pas mal de procédures dans, entre guillemets, cet aspect de télémédecine qu'il faudra, la terminologie peut-être aussi la recadrer. Nous avons, depuis un bout de temps, pris en charge les patients hémophiles qui s'injectent par voie veineuse. Alors, nous avons appris aux patients de s'injecter par voie veineuse à domicile chez eux. C'est de la télémédecine, mais adaptée à notre contexte. Nous n'avions pas forcément besoin d'avoir la très haute technologie, je ne sais pas quoi, mais nous avons adapté une sorte de technologie à notre niveau par rapport à nos moyens, et c'est de la télémédecine. Alors la manière comment nous avons mis en place le process, c'est par les moyens techniques que nous avions entre les mains, par téléphone, par WhatsApp, par vidéo, par. Et c'est quelque chose qui a, après, en respectant, comme tu as dit, la confidentialité, etc., le respect. Et au départ, c'est des choses qui étaient considérées comme un luxe à un certain moment, mais aujourd'hui, c'est une nécessité. Donc faire apprendre une technologie qui peut paraître développée pour quelqu'un qui est à la campagne, qui est analphabète, qui ne sait pas lire et écrire, ce n'est pas quelque chose de sorcier. Mais je crois qu'il est temps juste de recadrer les choses pour les mettre à leur place. Merci Sir Khorasani. Une dernière question qu'on va donner à Sid Taher. Je voudrais juste très rapidement vous dire, téléconsultation, par exemple, si on prend l'État de la France, les moins de 16 ans, pas de téléconsultation. L'obstétrique, pas de téléconsultation. Tout ce qui est stomato, tout ce qui est maxillofacial, pas de consultation. Ils ont des spécialités qu'ils ont écartées dans la pédiatrie. Je parle de téléconsultation. Il faut avoir vu le malade une fois, déjà, l'avoir examiné, et c'est surtout pour redonner des consultations à distance de contrôle. Ce qu'on fait en contrôle et donner des ordonnances. C'est ce qu'ils font le plus. La téléexpertise, il y a un centre à Paris qui lit tous les électroencéphalogrammes pour tout le monde. Et ça, c'est excellent. Il faut qu'on y arrive. C'est Taher.
Bon, juste, je profite de l'occasion pour rappeler que la Société marocaine de télémédecine est hébergée au niveau de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé et que, enfin, il est toujours présidé par Seboun Tasser. Il y a quand même un directeur exécutif qui est médecin. Le M6 ne détient pas la télémédecine. Non, je sais. Voilà. Non, je sais, mais c'est-à-dire que, juste pour quand même le rappeler, il y a un effort considérable qui se fait au niveau de l'université. Il y a des médecins, des profs assistants en particulier qui assurent la téléconsultation. Dans son aspect justement de simple téléconsultation, parce que vous l'avez évoqué, il y a les autres aspects, tout ce qui est téléexpertise entre médecins généralistes et éventuellement spécialistes, et tout ce qui est télé aussi surveillance pour les patients qui sont hospitalisés et qu'on peut justement faire bénéficier d'objets connectés. Je voudrais quand même aller dans le même sens que ce serait pour dire que la télémédecine, c'est en fait une nécessité dans la mesure où il y aurait plus de 160 localités enclavées au Maroc, ce qui représente à peu près 1,6 à 2 millions quand même de nos concitoyens qui devraient bénéficier et devraient tous faire l'effort justement pour... Il faut qu'ils aient les moyens, mon ami, aussi. Hein. Ça, c'est à prendre en considération. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de cette excellente séance. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme. Monsieur le Président...